Nous allons vous parler de l'éther d'Albert Einstein. Ce qui est étonnant, c'est que personne ne semble savoir qu'après avoir rejeté l'éther en 1905, Einstein a envisagé son existence en 1916 quand il s'est rendu compte que les ondes gravitationnelles ne pouvaient voyager dans le vide. À l'époque, peu de personnes croyaient que des ondes puissent voyager dans le vide. Au XIXe siècle, les physiciens ont recherché le support des ondes électromagnétiques dont la lumière fait partie. Il fallait bien un support pour qu'elles voyagent dans ce qu'on appelle le vide interstellaire. Ils l'ont imaginé très rigide du fait de la vitesse impressionnante de la lumière, mais aussi très ténue et sans frottement pour permettre au corps céleste de se déplacer. Ils l'ont surtout imaginé immobile dans tout l'univers et présupposé qu'il en allait de même pour le Soleil. Ils crurent pouvoir mettre en évidence l'éther luminifère en détectant le déplacement de la Terre. Ce fut leur grande erreur, aucun déplacement ne fut trouvé. Un peu plus tard, Einstein publie son article de l'électrodynamique des corps en mouvement qui constitue la base de la relativité restreinte. Il pose deux postulats. Le premier généralise la relativité du mouvement de Galilée aux phénomènes électromagnétiques. Dans le cas de l'influence mutuelle d'un aimant et d'un conducteur, le phénomène dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur et de l'aimant. Mais il fait remarquer que les équations de Maxwell conduisent à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés. Il y a une équation différente pour chacun des cas. Le deuxième postulat établit que la vitesse de la lumière est une constante universelle partout la même. Il part du fait que la vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de l'objet qui la produit. Comme pour le premier postulat, il reconnaît une contradiction. La relativité du mouvement ne s'applique plus à la lumière. Ce deuxième postulat contredit le premier. Il faut bien comprendre, c'est Albert Einstein qui écrit que l'utilisation de l'aimant et de la bobine pour établir la relativité du mouvement des phénomènes électromagnétiques s'oppose aux équations de Maxwell. C'est encore lui qui dit « Faire de la vitesse de la lumière une constante absolue contredit le postulat de la relativité du mouvement pour les phénomènes électromagnétiques. » La vitesse des ondes ne dépend pas de la vitesse des objets qui les produisent. La vitesse du son produite par l'avion ne s'ajoute pas à la vitesse de l'avion, sinon l'avion ne pourrait jamais rattraper et dépasser le son qu'il produit. Cela ne fait pas de la vitesse du son une constante universelle. Le paradoxe des jumeaux. À 20 ans, l'un des jumeaux part pour un voyage à grande vitesse. Le temps dans son référentiel, vu de la Terre, est dilaté. 1 seconde, pour lui, dure 2 secondes sur la Terre. Au bout de 20 ans sur Terre, il fait demi-tour et revient, 20 ans plus tard. À son arrivée, son frère a 60 ans et lui 40. Mais le principe de relativité nous dit que, vu du voyageur, c'est la Terre qui est partie à grande vitesse et est revenue au bout de 40 ans. C'est donc lui qui a vieilli de 40 ans pendant que son frère, resté sur Terre, ne vieillissait que de 20 ans. Un petit malin fait alors remarquer que l'on voit celui qui se déplace vieillir moins vite et on n'est pas soi-même affecté. Il en déduit qu'à l'arrivée, ils ont tous les deux 60 ans. La relativité générale. Nous utilisons la relativité générale pour justifier notre hypothèse. Rappelons juste que la gravitation est due à la densité de matière-énergie de l'espace et qu'elle déforme l'espace, ce qui force les objets en chute libre d'en suivre les géodésiques, c'est-à-dire le chemin de moindre action. Albert Einstein rétablit l'éther. L'équation de la relativité générale prédit des ondes gravitationnelles. Einstein reconnaît le besoin de disposer d'un support. Lorentz lui présente son nouvel éther. Einstein l'adopte à la condition qu'il ne soit pas immobile, ce qui serait contraire au principe de relativité. Le nouvel éther ne peut être rigide ni au repos. Très bien, c'est le premier pas que nous avons fait vers la solution. La conférence de Leyde. À son discours d'investiture à l'université de Leyde le 17 octobre 1920, Einstein explique que la relativité ne s'oppose pas à l'éther, mais empêche de lui attribuer un état de mouvement.
L'été relativiste est déterminé par son interaction locale avec la matière. L'interaction locale avec la matière, c'est encore mieux, c'est pour nous le deuxième pas vers la solution. Albert confirme et signe. Selon la théorie de la relativité générale, l'espace est pourvu de propriétés physiques. Un espace sans éther est impensable. Il n'y aurait pas de propagation de la lumière, donc pas d'existence pour un espace et un temps standard. Voilà qui est dit. L'énergie du vide, l'effet Casimir et l'effet Unruh. L'existence des particules virtuelles, de l'énergie du vide et les effets Casimir et Unruh prouvent que le vide n'est pas vide au sens vide de tout. Nouvelle hypothèse. Les astronomes parlent de matière noire dans les galaxies. Ils parlent aussi d'énergie négative pour expliquer l'expansion de l'univers. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le 17 octobre 1920, Albert Einstein déclarait « Le principe de relativité restreinte n'implique pas de nier l'existence de l'éther. Supposons qu'Albert Einstein ait raison, qu'un support des ondes électromagnétiques et gravitationnelles existe. Si l'éther ne peut être immobile, qu'est-ce qui peut bien le faire bouger? La réponse est la gravitation. L'éther, matière ou énergie, est soumis aux lois de la relativité générale. À proximité des corps massifs, il est attiré par eux et les suit sur leur géodésique. À proximité de la Terre, l'éther est donc immobile dans le référentiel de la Terre. De même pour tous les corps célestes, planètes, étoiles, galaxies. Quel que soit l'éther, qu'il s'agisse d'une forme de matière ou d'énergie, ou les deux, il suit la courbure de l'espace provoquée par les grandes masses environnantes. La relativité générale est la solution. Notre hypothèse, c'est que l'éther est en orbite autour du Soleil avec les planètes et donc accompagne chaque planète. Mais aussi en orbite avec le Soleil autour du centre de notre galaxie et il l'accompagne à la vitesse de 220 km par seconde. Enfin, l'éther est également lié aux galaxies. La nôtre se dirige vers le superamas de Chapelet à environ 630 km par seconde et l'éther l'accompagne. Tout est en mouvement. Les expériences possibles. Nous reprenons la démarche d'Albert Einstein. Un référentiel grand K dit stationnaire et un référentiel petit k en mouvement à la vitesse v. Les points A et B de petit k seront représentés par des satellites en mouvement. Si l'éther est immobile par rapport à la Terre, alors la vitesse des satellites va s'ajouter à la vitesse de la lumière. C'est ce que nous allons chercher à détecter. Soyons précis. Einstein nous dit que, vu du référentiel grand K, ici la Terre, on observe l'additivité de la vitesse de la lumière avec la vitesse des satellites. Mais que dans le référentiel des satellites, la vitesse de la lumière est la même que celle vue par la Terre et qu'elle ne s'ajoute pas à petit v. Pour le vérifier, nous ferons les mesures dans le référentiel petit k. Deux satellites, c'est la configuration que nous venons de décrire. Si notre hypothèse est exacte, dans le référentiel des satellites, on doit détecter un écart de temps entre le temps que met un signal pour aller de A à B et le temps de son retour de B à A. Des émetteurs-récepteurs de type GPS, capables de dater les émissions avec l'heure d'envoi et les réceptions avec l'heure d'arrivée, seront utilisés. Leur précision devrait être suffisante. Sonde sur la même orbite que la Terre se déplaçant en sens inverse. Si l'éther est également satellisé autour de la Terre, les satellites ne détecteront rien. En orbite autour du Soleil, l'écart de vitesse à détecter n'est plus de 9 km par seconde mais de 60 et les distances peuvent atteindre 1 million de kilomètres. L'énergie nécessaire à mettre en œuvre, par contre, pose problème. L'ISS. Utiliser la Station spatiale internationale et échanger des signaux entre l'ISS et une station au sol. L'optimum se situe vers 45 degrés de latitude nord ou sud lorsqu'il est midi au soleil.
Nous avons gardé le plus simple pour la fin. Il consiste à échanger des signaux entre l'ISS et la navette qui amène ou emmène des astronautes à son bord. Il faut juste calculer le meilleur moment, celui où la navette est proche de l'orbite de l'ISS, à une distance d'environ 1000 km, située vers 45 degrés de latitude et vers midi au soleil. Nous aurions aimé que Thomas Pesquet, qui doit rejoindre l'ISS en 2021, fasse cette expérience. Merci pour votre attention.